Alors, avant de passer à la pratique, on va parler des transitions. Alors, souvent, lorsque l'on travaille avec ce genre de framework, on est tenté de se dire, bon, on va utiliser les classes et on va faire des petites transitions pour détecter les choses. Mais il faut savoir que Vue.js intègre un système de transition directement au niveau du framework. Et va vous permettre de gérer ça relativement simplement. Alors, je vais vous mettre la page de la documentation. Globalement, ça fonctionne de la manière suivante. On va devoir créer une nouvelle balise, entre guillemets, qui va s'appeler transition, et on va pouvoir y appliquer une transition particulière. Donc ça fonctionne avec les VIF et les VShow. Donc on va reprendre l'exemple que l'on avait créé, on va prendre le système d'alerte. Donc je crée un nouveau fichier Vue.js et on va l'appeler alerte.vue. Donc à l'intérieur, on va créer notre petit template. Donc là, je crée une div qui va avoir la classe UI.alert.message.success. Et à l'intérieur, on va y mettre notre message. Donc ensuite, je crée mon petit script, je fais un export de default et je vais préciser dans les données, une propriété qui va s'appeler visible, qui sera par défaut à true, voilà. Et ensuite, on va créer juste en dessous donc un bouton qui va faire un @click et on va appeler ça toggle. On va appeler la méthode toggle, ça permettra d'afficher ou de masquer le message qui est au-dessus. Et tout ça, je l'englobe d'une div, sinon je risque d'avoir un problème et une erreur sortie au niveau de la console. Donc, à cet endroit-là, je vais mettre que cet élément-là n'est visible que si visible est défini et est égal à true. Voilà, et du coup, il me reste à créer cette méthode, et je vais lui dire qu'on va avoir une méthode qui va s'appeler toggle, et le code de cette méthode va être plutôt simple. On fera un vis.visible égale différent de vis.visible. Donc globalement, si c'est true, ça deviendra vrai, et si c'est false, ça deviendra faux. Et ça, je le ferme, et j'indente avec 2 espaces, voilà, parce que c'est un petit peu mieux pour s'y retrouver. Et je vais même pas mettre de message à cet endroit-là, je vais juste mettre un petit lorem. Si maintenant je me rends sur le site, alors forcément ça va pas beaucoup marcher, on va dire que dans le app.vue, là où j'avais tous mes counters, à la place je vais avoir simplement mon alerte. Donc là je vais créer une simple balise qui va s'appeler alerte, et je vais préciser que je vais utiliser mon composant alerte. Voilà. Si je réactualise, j'ai bien mon système, si ce n'est que j'ai pas le bouton, j'ai pas de texte à l'intérieur du bouton. Donc là, on va l'appeler toggle. Si j'essaie maintenant de cliquer, ça affiche ou ça masque. Mais moi, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa et d'avoir un petit peu d'animation. Donc si on veut animer un élément qui a un VIF, il faut l'entourer d'une balise qui va s'appeler transition. Et à l'intérieur de cette balise-là, on va donner un nom à notre transition. Donc là, on va par exemple l'appeler fade. Automatiquement, ça veut dire que maintenant, on va pouvoir y appliquer des classes CSS pour gérer cette animation. Donc là, on va profiter d'être sur du point vue pour mettre directement notre CSS au niveau de notre composant. Donc ça utilise le même système de classe que Angular. Donc ça fait un fade enter active et un fade leave active. Donc ça désigne l'état que l'on va avoir en début et en fin d'animation. Donc là, on va lui dire juste, je veux que tu transitionnes sur l'opacité et que tu fasses une transition qui dure 0,5 secondes. Donc ensuite, il applique les classes dans cet ordre-là. D'abord, donc quand un élément va arriver, il l'injecte directement dans le DOM, il lui donne la classe fadeEnter, il attend un cycle, puis ensuite il y ajoute la classe fadeEnterActive. Lorsqu'un élément quitte, il lui donne d'abord la classe fadeLeave et ensuite fadeLeaveActive. Donc nous, dans notre cas, on va lui dire lorsque tu commences, donc c'est dans le cas du fadeEnter, et lorsque tu finis l'animation du leave, c'est le leave-active, je veux que tu passes l'opacité de cet élément à 0. Et on peut même utiliser des transformations CSS. Tiens, on va lui dire, je veux que tu translates l'élément sur X à 20 pixels, pour avoir un petit effet d'apparition par le côté. Si maintenant je réactualise la page, et que je clique sur Toggle, vous voyez comment ça fonctionne. Alors la transformation est dégueulasse parce que, effectivement, je ne lui ai pas dit de transitionner aussi sur cet élément-là. Donc là, on va lui dire, voilà, fais comme ceci. Et si on bourrine un peu, allez, on va mettre 1 seconde, histoire que l'animation paraisse un petit peu plus visible à la vidéo. Si je réactualise, hop, ça toggle comme ceci. Et après, il supprime l'élément à la fin de l'animation. Donc ça marche avec les transitions CSS, mais ça marche aussi avec des animations. Alors là, il y a un exemple, je copie-colle dans la documentation parce que c'est pas très intéressant.
Donc d'abord il lui dit lorsque tu vas arriver à l'élément, donc ça c'est le bounce interactive, c'est la seconde classe qui est ajoutée, je veux que tu bounce in. Et par contre lorsque tu quittes, je veux que tu bounce out. Du coup au niveau de notre transition, il faudra mettre la classe ici bounce. Comme ça, il y aura bounce interactive, bounce enter, bounce leave et bounce leave active. Si je réactualise ma page, hop, il gère bien ce système de transition. Donc en interne, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte la fin de la transition et de l'animation en utilisant l'événement animation end et transition end. C'est pas plus compliqué que ça, donc on peut véritablement utiliser les deux. Donc après, si vous voulez un petit peu plus de gestion, vous avez la possibilité de piloter aussi les classes qui sont utilisées dans votre transition en rajoutant ici enter-class, et vous allez mettre la classe que vous voulez donner en entrée, enter-class-active, enter-active-class pour la classe lorsque l'élément devient actif, donc c'est pour finir l'animation, leave class et leave-active-class. Bon, dans la plupart des cas, les classes qui sont données par défaut sont largement suffisantes. Donc là, on va laisser aller le bounce parce qu'il est rigolo. Vous avez aussi la possibilité de définir que cette animation doit être lancée au début. Donc vous le voyez au premier lancement, il ne lance aucune animation. Et c'est lorsque l'on toggle qu'il anime ou pas. Vous pouvez lui dire au premier lancement, je veux que tu lances cette animation. Et dans ce cas-là, vous rajoutez la propriété appear. Si vous faites ça, dès la première apparition, on aura automatiquement cette animation. Enfin, il est aussi possible de piloter ces animations directement au niveau du JS. Donc là, pareil, il faut en avoir besoin. Alors, on va importer jQuery depuis CDN. Alors, c'est juste parce que je veux avoir la fonction slide up et slide down. C'est juste à titre d'exemple. Donc, on va prendre la version minifiée et on va l'importer au niveau de notre index.html. Donc, dans notre partie index, ici, hop, on importe notre système. Si maintenant je réactualise la page et que j'inspecte, j'ai accès à la propriété jQuery. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un effet de slide up et de slide down. Donc dans ce cas-là, au niveau de votre animation, hop, vous allez lui préciser que vous ne voulez pas d'animation CSS. Donc là, vous mettez 2.css et vous précisez que c'est à false. Et ensuite, vous lui précisez les animations que vous voulez faire. Donc par exemple, @enter, c'est lorsque l'élément va rentrer. Donc lorsque l'élément rentre, je vais mettre en place l'animation enter. Donc cette animation, je dois la déclarer ici dans les méthodes. Donc enter, ça va être une fonction qui prendra en paramètre l'élément et qui appellera la fonction done lorsqu'il a fini. Dans cette fonction-là, je vais lui dire je veux que tu prennes mon élément et que tu fasses un slide down pour l'afficher progressivement. Cette slide down durera 500 millisecondes et lorsque tu as fini, tu appelleras la fonction down qui permettra à Vue.js de savoir lorsque l'animation a terminé. De la même façon, je vais créer une méthode leave qui va être une fonction qui prendra en paramètre l'élément et le done aussi et qui fera la même chose en sens inverse, qui prendra l'élément et qui fera un slide up qui durera 500 millisecondes et qui appellera la fonction done lorsqu'elle aura fini. Et du coup, je vais aussi appeler cette méthode en haut en faisant @leave, donc lorsque tu quittes, je veux que tu appliques le leave. Et histoire que l'animation se déroule bien, ici on va mettre un hide juste avant. Et ici, on va mettre un show juste avant. Hop, voilà, histoire d'être sûr. Si je réactualise, je fais un coup de toggle et je vois que j'ai mon slide up et mon slide down. Bon, pour le coup, c'est complètement con parce que j'inclus jQuery alors que j'ai besoin que de ça. Mais vous pourriez inclure des librairies tiers et faire un petit peu ce que vous voulez à cet endroit-là. D'ailleurs, vous pourriez vous dire, oui, mais si j'ai envie d'appliquer cet effet à plusieurs endroits, c'est vrai que ça peut être pénible de le répéter un petit peu partout. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un système de mixin. Donc une mixin, ça se déclare de la manière suivante. Vous pouvez avoir un objet, donc on va l'appeler fade ou slides. Donc vous mettez vos différentes propriétés, donc vous allez dire, j'ai une propriété methods qui aura ces deux méthodes. Et ce que vous avez envie de lui dire, c'est fusionne cet objet-là avec cet objet d'option que tu as fourni. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser ici mixins, et lui donner un tableau d'options à fusionner. Et là, si je réessaie d'actualiser mon code, je vois que j'ai le fade in et le fade out. Et ce code-là, je pourrais même le séparer dans un JS différent. Donc le système de mixin vous permet d'injecter entre guillemets des configurations supplémentaires. C'est un petit détail, mais ça vous permet comme ça d'avoir un code qui est mieux organisé, mieux séparé. Donc ça c'est bon pour les transitions, donc on a vu l'entrée et la sortie. D'ailleurs, je me dis ça c'était bien sympa, mais c'était bon à titre d'exemple, je vais le laisser ici, mais on va pas l'utiliser, on va réutiliser notre petit bounce parce que c'était plus sympa quand même, name égale bounce.
Voilà, et on va lui dire de l'appliquer aussi à l'entrée. Alors c'est un petit peu sympa, mais on va imaginer qu'on a deux messages. Donc là, on a ce premier élément, et on va avoir un autre élément qui n'aura pas le lorem, ici, hop, et qui lui sera visible quand l'autre est invisible. Donc là, on va utiliser le v-else. Voilà, et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon HTML ici, je vais inclure hop, le style de sémantique UI, histoire que c'est une apparence un petit peu plus sympa. Donc je vois que ça fonctionne bien lorsque j'actualise, par contre quand je toggle, je n'ai plus d'animation. Donc le problème c'est qu'en fait pour lui, il ne voit pas cette transition, il voit la transition au moment de l'apparition, mais après il n'y a pas un changement d'élément et du coup il ne sait pas qu'il y a une différence à faire. Donc dans ce cas-là, il faut donner une clé à nos deux éléments. Donc là on va lui dire c'est la clé lorsque c'est visible, et là on va lui dire c'est la clé lorsque c'est invisible. Donc ça va permettre ensuite au système de transition de faire la différence. Donc lorsque je toggle maintenant, hop, il y en a un qui disparaît avec l'effet de rebond et l'autre qui apparaît avec l'effet inverse. Mais ça crée un problème, on a une sorte de transition bizarre parce que pendant un moment, les deux éléments sont visibles et du coup, l'un passe dessous l'autre jusqu'à qu'un élément soit supprimé. Donc Vue.js a pensé à vous et vous avez la possibilité de lui dire d'effectuer la transition entre les deux. En mettant au niveau de votre transition un mode, vous pouvez avoir la transition in-out. Donc ça veut dire que le nouvel élément va faire une transition et ensuite l'ancien élément va disparaître. Si vous essayez de réactualiser et que vous cliquez sur toggle, voilà ce que ça donne. Si vous le faites dans l'effet inverse, c'est-à-dire que d'abord le premier élément va disparaître et ensuite le second va apparaître. Si je fais un toggle, hop, et du coup ça donne un effet beaucoup plus sympa parce que le premier élément a disparu avant de laisser rentrer le nouvel élément. Et du coup ça ne crée pas cet effet de décalage. Donc là, l'effet est un petit peu bourrin, mais si jamais vous faites un petit fade, ça donne un effet vraiment sympa et ça vous évite d'avoir à vous compliquer la vie en utilisant des positions absolutes et tout. Alors de la même façon, il est possible de mettre en place ces animations aussi pour des listes. Donc dans le cas d'une liste, on pourrait être tenté de faire un petit peu la même chose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce slide là, parce que ça va m'induire en erreur plus qu'autre chose, et on va créer hop, une série de chiffres. Donc 1, 2... 3, 4, 5. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode add qui permet de rajouter un chiffre. Donc ce que ça va faire, c'est que ça fera un vis.items.push et on mettra un chiffre aléatoire, math.random, sans se prendre la tête, tant pis si ça donne un chiffre à virgule. Ensuite, à l'intérieur ici, je vais créer un petit UL et après DLI et utiliser un vFor. Donc vFor égale item in items. Et on va afficher l'item en question. Et pour éviter des problèmes, je supprime cette partie mixin. Donc si je réactualise ma page, je vois que j'ai mes différents items et j'ai envie d'avoir une animation à chaque fois qu'un nouvel item est rajouté. Donc dans le cas d'un vFor, on n'utilisera pas un transition, mais on utilisera un transition-group. Et on donnera un nom à notre transition. Donc là, on peut utiliser le même système, on va utiliser le système de bounce plutôt. Et à l'intérieur, on y met nos LI avec un vFor. Alors attention, il est important que chaque item ait une clé particulière. Donc là, on va lui donner une clé, mais sous forme de propriété dynamique, et ça sera le nombre en question. Et pour que mon animation fonctionne correctement, il va falloir que je crée un petit bouton. Donc là, on va lui donner la classe UI button, et on va lui mettre l'événement add. Donc lorsque tu cliques, je veux que tu rajoutes un élément. Donc si maintenant je clique sur ajouter, dès qu'un élément est rajouté, il est rajouté comme ça avec ce petit effet. Si j'inspecte mon code, alors il faut faire attention, donc ça c'est une particularité du transition group, automatiquement le transition group rajoute une div rajoute un élément qui est une span par défaut autour de mon système. Donc ça c'est pas quelque chose que je souhaite parce que ça casse la structure HTML. Ce que je peux faire, c'est dans ce cas-là lui dire je veux que tu transformes cet élément-là en UL. Et hop, maintenant, ça va entourer mes différents LI d'un UL, qui est en fait le transition group. Et maintenant, mon animation continue à fonctionner. Un autre truc qui est encore plus sympa, c'est qu'il est capable aussi d'animer des changements de position. Alors là, il faut créer une nouvelle méthode, donc on va l'appeler shuffle. Et c'est une méthode qui, comme son nom l'indique, va mélanger un petit peu tout le bordel. Hop. Donc dans cette méthode-là, on va mettre un coup de vis.items égale un nouveau tableau et on va les inverser un petit peu. On va mettre 2, 3, 5, 4. On pourrait utiliser une fonction, mais peu importe. Alors, il faut juste s'assurer que tout fonctionne correctement. Voilà, comme ceci. Et on va créer un nouveau bouton,
on va lui mettre la classe error. Alors, je ne sais plus comment ça fonctionne. Et on va lui dire de faire un petit coup de shuffle. Et là, il rajoute une classe supplémentaire pour les éléments qui changent juste de position, c'est la classe -move. Donc vous mettez le nom de votre animation, donc nous en l'occurrence ce sera bounce, -move, et vous allez lui dire, bon ben je veux que tu transitionnes sur la transformation pendant 1 seconde par exemple. Ou on va forcer le trait, on va mettre 10 secondes. Je sauvegarde, et si maintenant j'essaie de mélanger mes éléments, je vois que mes éléments 5 et 4, qui eux sont restés en place, sont en train d'échanger leur position. Donc il y a d'autres exemples qui sont donnés sur la documentation. Eux, voilà ce que ça donne, hein. Ils bougent tous les éléments à chaque fois. Ils utilisent pour cela la méthode shuffle de Lodash. Mais l'avantage, c'est que ça peut fonctionner comme ça. Hop, vous voyez, on peut rajouter des chiffres, avoir un shuffle, et après, on peut avoir des exemples un petit peu plus complexes, comme par exemple ce truc de Sudoku. Donc après, il montre un dernier exemple qui est un petit peu plus complexe à mettre en place. Là, je vous invite vraiment à regarder la documentation parce que c'est un petit peu plus spécifique. Mais globalement, vous avez aussi la possibilité de gérer des transitions avec une durée qui a été incrémentée. Donc là, par exemple, il rajoute un petit délai de 150 millisecondes à chaque fois. Donc si on fait une recherche sur Bruce Lee et qu'on enlève cette recherche, les éléments apparaissent progressivement les uns par rapport aux autres. Ce qui est plutôt sympa. Et enfin, vous avez la possibilité de créer des composants qui sont tout simplement des composants qui incluent une transition particulière. Donc si vous avez une transition que vous réutilisez à plusieurs reprises dans votre application, vous pouvez utiliser la capacité des composants à utiliser d'autres composants et utiliser le système de slots pour avoir comme ça quelque chose qui va être dynamique. Donc l'avantage, c'est on n'a pas à se compliquer la vie à réutiliser à chaque fois tous les attributs, comme on l'a vu avec le vEnter et compagnie. On peut se créer un composant qui serait par exemple le composant fade et qui gérerait cette animation comme on le souhaite. Ou dans l'occurrence, je crois que c'était un slide que l'on faisait. Voilà, donc ça permet après d'avoir un code qui est réutilisable. Donc soit vous pouvez utiliser des mix-in, si jamais vous avez vraiment besoin d'utiliser un petit bloc de code, mais après si vous allez vers quelque chose de beaucoup plus poussé, vous pouvez utiliser votre propre composant. Donc voilà pour ce système de transition. Donc vous le voyez, hein, même si c'est un framework qui gère normalement que la partie vue, rien que cette partie transition est déjà relativement poussée. Donc vous n'avez pas forcément à vous prendre la tête avec des classes CSS, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont directement prévues dans le framework. Donc voilà qui complète notre petit tour d'horizon de cette nouvelle version de Vue.js, donc cette version Vue.js 2. Alors du coup, ce que l'on va faire par la suite, c'est qu'on va faire quelques petits exemples concrets, histoire de mettre en pratique ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Et ce que l'on fera après, c'est qu'on découvrira un petit peu l'écosystème qu'il y a autour de Vue.js, parce que autour de Vue.js, il y a d'autres librairies qui ont été conçues pour travailler avec plus simplement. Donc on notera notamment l'utilisation de Vue Ressources, qui vous permet de faire des requêtages simplement, Vue Router, qui va permettre de gérer, comme son nom l'indique, le routeur, et Vuex, qui permet de gérer un système de state management à la Flux directement avec Vue.js. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains chapitres.